Ça va se lancer. Super. Yes, c'est parti. Allez, nickel. Ok. Ah, c'est chouette. Merci Thomas. Freelance product designer, Belgique. Ah, carrément. Et oui, Chouette. 15 ans de freelancing, waouh. oui, ça fait un petit temps déjà maintenant. Alizé Bianco, bonjour. Oui, je me rappelle. Un plaisir de te revoir. Salut Marie-Alice. Je suis désolée, je mets pas la caméra, je suis pas dans les meilleures conditions, mais Pas de souci. J'ai reconnu ton nom et ton famille, j'étais très surprise. Bon, en tout cas, c'est chouette de nous avoir tous rejoints à l'arrache aujourd'hui pour ce live où on va parler avec Marie-Alice de comment trouver du taf quand on est designer, sachant qu'en ce moment, on le sait tous, je pense qu'on le remarque un peu tous, le marché, il est compliqué, c'est pas évident de décrocher des missions. Moi, j'ai beaucoup de messages de designers qui galèrent, mais vraiment, rien qu'à avoir des entretiens, qu'on leur réponde à leur candidature, en fait. Donc, voilà, je voulais qu'on aborde ce sujet parce que je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Et je pense que Marie-Alice et moi, on a des choses à vous partager sur ce qui a marché pour nous. Oui, et puis de manière générale, je pense que ça peut être une chouette discussion ouverte de pas vraiment comment trouver du boulot, parce qu'on n'a peut-être pas forcément la solution clé en main, mais peut-être trouver du boulot et comment se reconnaître finalement dans toute cette galère salariale, freelancing, et que sais-je finalement pour ceux, par exemple, je parle de ceux qui sont en sortie d'études principalement, comment se situer finalement dans cette jungle. Moi, je le ressens beaucoup comme ça en tout cas, que c'est une vraie course contre la montre finalement entre septembre de l'année prochaine et le septembre qui va arriver, avec les nouveaux diplômés qui vont arriver. Comment est-ce qu'on va réussir finalement à se démarquer les uns des autres? Ça, c'est finalement la question que tout le monde se pose et qui est assez intéressante finalement au vu du marché actuel, donc c'est bien de se la poser. Quand je suis sortie d'études, j'étais très motivée à l'idée de retrouver un poste en tant que salarié. Et je ne comprenais pas à l'époque pourquoi les recruteurs ne recrutaient pas de juniors. Je trouvais ça injuste, je trouvais ça très dommage finalement, puisque les juniors sont aussi des profils prometteurs. Et plus j'avance dans cette quête-là, et plus j'avance dans le questionnement, et plus je réalise qu'en fait, c'est normal si un junior ne trouve pas de travail en sortie d'études. C'est triste à dire, mais de mon ressenti, si un junior ne garde pas son stage de fin d'études ou son alternance, et qu'il est un peu mis à la porte à la fin de ses études, ça va être assez complexe. Donc, effectivement, c'est ce genre de questionnement que c'est important que ces personnes soulèvent. Et pourquoi, finalement, c'est normal, selon nous, en tout cas, du moins selon moi. Et peut-être pourquoi ce sujet-là t'intéresse particulièrement et peut-être recontextualiser qui on est, depuis quand on est sur le marché du travail. Bien sûr. Donc, peut-être, toi, Marie-Alice, depuis quand tu es sur le marché du travail? Officiellement, je suis sur le marché du travail depuis bientôt 1 an. Mais à vrai dire, je me suis très vite lancée en freelance et je l'ai toujours plus ou moins été depuis 4 ans. Donc, ta carrière a commencé quand, du coup? Ma carrière en tant que freelance ou ma carrière en tant que designer? Tout, du début. Ma carrière, moi, j'ai tendance à dire que la carrière, elle commence dès lors que tu commences tes études. Ouais. C'est un peu là où tu commences ton réseau, finalement. Donc, j'ai commencé mes études en 2019. Donc, voilà. Je trouve que c'est essentiel pour construire son réseau et construire ses compétences et construire, finalement, où est-ce qu'on veut se positionner dans nos choix professionnels qui vont avoir un impact sur le reste de nos vies. Donc, oui, effectivement, moi, je suis designer freelance depuis 4 ans maintenant. Mais en sortie d'études depuis septembre dernier, quoi. Ok. Alors, raconte-nous un peu, ça a été quoi ta plus grosse galère que tu as rencontrée? Alors ça, je parlais vraiment à titre très personnel, mais ça va être de comment me démarquer en entretien, puisque contrairement à d'autres juniors, j'ai eu la chance de pouvoir décrocher des entretiens. Malheureusement, la concurrence est très, très accrue. Donc, même si niveau compétences, ça match et on y est, après, malheureusement, les entreprises sont obligées de faire un choix. Plus on avance dans le process de recrutement et plus ça devient compliqué pour les entreprises de sélectionner des candidats parce que finalement, elles sont à peu près satisfaites avec tout le monde. Il faut juste sélectionner celle avec qui ça va le mieux matcher. Donc, ma plus grosse galère depuis la sortie d'études, finalement, ça a été de me démarquer en entretien.
Mais suite à quoi, je suis vraiment retournée sur l'idée de c'est peut-être trop tôt pour moi de trouver un poste en tant que salarié. Et la freelance, c'est un choix, en tout cas, ça a été un choix pour moi. Qui est très stratégique parce que j'ai énormément hésité avant de me lancer vraiment à temps plein en freelance et finalement, c'est sans regret puisque je trouve que c'est le choix à faire quand on est en sortie d'études en tant que junior, à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'un junior, lorsqu'il sort de ses études et qu'il cherche un travail, on va prendre les choses dans l'autre sens. Un recruteur, lorsqu'il recrute, il a un problème à résoudre en interne dans son entreprise. Il ne va pas recruter pour faire joli, à mes yeux. Parce ça a un coût, malgré tout, de recruter. Il va recruter parce qu'il a une problématique à résoudre. Il a quelque chose en interne qu'il a à régler. Donc, je ne sais pas, un sous-effectif ou, je ne sais pas, moi, un taux de rebond, peu importe, sur son produit, à régler. Et par conséquent, il va faire appel à quelqu'un d'expérimenté qui a su faire ses preuves dans le passé et qui a su répondre à ce genre de problématiques. Ouais. Un junior, ça a potentiellement déjà répondu à ce genre de problématiques, mais moins probablement à 100% que quelqu'un de plus expérimenté, que quelqu'un qui a su faire ses preuves. Et je trouve que justement, c'est intéressant de se lancer en freelance pour ça. Ça diversifie les projets, ça diversifie les clients, ça diversifie les résultats. Et par conséquent, ça diversifie les opportunités de poste à l'avenir, à mes yeux. Donc oui, à mes yeux, en sortie d'études, si tu es junior, si tu n'as pas décroché ton alternance ou ton stage, et que tu as la chance justement d'avoir les aides de l'État pour t'aider un petit peu à rebondir là-dessus, profites-en et fais-toi un portfolio plus solide que ce que tu penses avoir. Ok. Alors peut-être pour interagir un peu avec vous, mais dans le chat, vous pouvez nous dire quels sont vos principaux challenges, quel est votre principal challenge aujourd'hui? Comme ça, on peut voir un petit peu quels sont les challenges qui reviennent en majorité. Alors, ouais, je vous laisse plutôt intervenir dans le chat. Donc, avoir un entretien, ouais. Trouver un client. Pour être junior fait, il faut quand même trouver des missions. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je ne me sens pas légitime à être freelance alors que je viens de sortir de mes études. Intéressant ça. Moi non plus, je ne me sentais pas légitime à me lancer en freelance juste après mes études. Ok, on va pouvoir rebondir là-dessus. Merci Axel. Alors Simon, pour moi, c'est surtout décrocher un entretien et ensuite convaincre un recruteur en se démarquant. Trouver un poste lead hors Paris. Ok. Marché un peu saturé, TGM à la baisse cette année. IA qui prend de plus en plus de place dans les workflows. Ok. Bon, si on récapitule, c'est des choses, Marie-Alice, qui te parlent à toi aussi. Qu'est-ce qui te parle le plus là-dedans? Je prends un petit peu dans l'ordre et c'est plutôt ok, mais quand il faut être junior free, il faut quand même trouver des missions. Je trouve que ça parle à tout le monde, ça, je pense. De manière générale, quand tu te lances, c'est la question. Ok, je me lance, mais mes clients, je les trouve comment? Ça, c'est à titre très personnel, moi, ça a été le réseau qui m'a beaucoup aidé. Explique-nous alors. Vraiment, j'ai eu de la chance là-dessus. Je me suis lancée en freelance et parallèlement à ça, j'ai eu des demandes. C'est tombé très par hasard. Peut-être que je ne suis pas le bon exemple, mais c'est le réseau qui m'a aidé. Après, la communication autour de soi, sur les réseaux, typiquement, tu viens de mettre à jour ton portfolio, tu viens de le publier, il faut que tu le dises aux autres. Il faut que tu en fasses un post, il faut que tu le dises et forcément, ça tourne. S'il y a des réactions, il y aura des réactions. C'est un système d'engrenage. La communication, le réseau, ça, à mes yeux, c'est ce qui fait une grosse partie de ton portefeuille client. Mais je comprends que ce ne soit pas facile pour tout le monde. Tu avais commencé comment, toi? Moi, de mon côté? Ouais. Alors, moi, ma carrière, elle commence en 2008 dans le digital. J'ai pas tout de suite été dans l'UX, mais j'étais dans la gestion de projets web. Et voilà, j'ai fait un burn-out en 2014. Je me suis cherchée jusqu'à ce que je trouve ce domaine de l'expérience utilisateur et que ça devienne ma passion, quoi. Et donc après, je me suis formée, j'ai fait un Master 2 à Nice, justement spécialisé dans tout ce qui est ergonomie des technologies numériques.
Et ensuite, donc j'obtiens mon diplôme en 2017 ou 18, je sais plus, je sais jamais. Et après ça, en fait, ça se passe pas très bien dans l'entreprise où je suis en stage, parce qu'en fait, on voit pas trop l'intérêt de mon travail et tout simplement, on ne me garde pas. Alors que j'avais une autre copine qui avait été prise aussi en stage avec moi et elle, on la garde. Pourquoi? Parce qu'elle sait faire des maquettes sur Figma, qu'elle répond aux demandes du PM de modifier tel bouton, tel truc, voilà, plus grand, plus ci, plus ça. Et voilà, donc je comprends qu'en fait, j'ai pas ma place, j'arrive pas à rivaliser avec elle. Enfin, c'était pas une compétition entre nous, mais c'était juste que voilà, je vois qu'on simplement on ne voit pas l'utilité de mon travail envers ça. Sachant que moi, comment je vois mon métier du UX, pour moi, c'est surtout de la recherche utilisateur. Enfin, c'est vraiment beaucoup impliquer les utilisateurs dans la conception. Et je suis encore très méthodologie orientée, c'est-à-dire je suis très, il faut appliquer la démarche UX, tu sais, tout le process, comment ça s'appelle, recherche utilisateur, idéation, prototypage, maquettage, test utilisateur et machin. Enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se reconnaissent là-dedans dans le Je chat. pense beaucoup de gens. Voilà. Et finalement, ça a été, je pense, mon plus grand tort dans toute cette histoire. De vendre des méthodes? D'être amoureuse de la méthode. De penser que ça allait se vendre parce que il faut appliquer la démarche et faites-moi confiance, faites confiance au process, tu sais, cette fameuse phrase-là. Maintenant, avec du recul, je dis plus ça. Je suis plus là-dedans. Je suis sortie du côté process et du côté livrable aussi. Et donc, je suis dans une démarche beaucoup plus orientée outcome désormais, c'est-à-dire des résultats. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Quelle est la problématique de mon client ou du manager? Est-ce que c'est parce qu'il y a un fort taux de churn, d'abandon des utilisateurs sur l'application qui me dit SOS, aide-moi Marie à remédier à ce problème? Est-ce que c'est parce qu'il veut sortir un MVP cet été et qu'il n'est pas sûr de conquérir le marché, d'avoir un fort taux d'activation des fonctionnalités clés du MVP dès le lancement? Voilà. C'est des choses comme ça. Désormais, en fait, comment dire, j'avais pas compris que mon métier, c'était de se positionner sur des enjeux forts business pour le produit et des enjeux liés à l'usage du produit sur lesquels je peux agir, moi, en tant qu'experte de l'UX. Totalement. C'est vrai que c'est ce que fait l'erreur de beaucoup de juniors, et peut-être moi, la première, ça va être de vendre une méthode et de vendre des compétences. Le recruteur, le client, il sait pourquoi tu es là, il sait ce que tu fais, tu as reçu des certifications, tu as reçu des diplômes pour certains, certaines, tu as eu des stages, des alternances, on sait pourquoi tu es là et on sait que tu as des compétences et au mieux tu as un portfolio, donc on l'a vu ton portfolio, maintenant je veux que tu me parles de résultats. Ça c'est peut-être ce que justement certains juniors ont encore un peu de mal à comprendre, c'est mais pourtant ça je sais faire, je sais que j'ai les compétences. Oui peut-être, mais est-ce qu'elles ont été mises en application, est-ce qu'elles ont fait leurs preuves, ces compétences? Et ça change tout, je trouve. Oui, clairement. Après, c'est dur parce que dans les offres d'emploi, je trouve qu'on voit, comme j'en vois beaucoup passer, mais je n'y réponds pas. Perso, je vous expliquerai pourquoi, mais je vois encore beaucoup passer des offres d'emploi où il faut maîtriser telle et telle méthode, tel et tel outil. Et pour moi, ça ne va pas dans le bon sens non plus. Que les offres d'emploi tombent dans ce travers-là, de nous inciter, nous les professionnels, à nous vendre à travers les méthodos et les outils. Voilà, c'est des deux côtés que ça coince. Alors qu'en fait, une offre d'emploi, pour moi, je vous dis mon avis perso, ça devrait tenir en 2-3 phrases. C'est on est dans telle situation merdique, on a tel problème en fait, lié à l'usage du produit ou du futur produit. On a telle peur, telle crainte au lancement du MVP. Et donc, on cherche un expert pour relever ce défi avec nous. Et on aimerait tel résultat visible, factuellement mesurable, chiffré à l'issue de la mission. Pour moi, une offre d'emploi, ça devrait être ça. Basta. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? À titre personnel, une offre d'emploi qui fait 2 lignes, j'ai très peur d'elle. Peut-être parce que je suis biaisée par ce dont j'ai l'habitude de voir sur les autres job boards, peut-être. Mais
Je comprends qu'il y a un paragraphe essentiel consacré à la demande et aux besoins, mais peut-être, effectivement, l'entreprise en interne, elle a une structure, elle a des méthodes, et trouver un candidat qui matche avec ces méthodes et qui matche avec ces outils, c'est aussi important à mes yeux tout de même. Bah, après, pour moi, hein, c'est comme si tu prends un jardinier, tu vois, là en ce moment, je cherche un jardinier justement. Euh, je vais lui donner le problème que j'ai, c'est-à-dire que j'ai plein de mauvaises herbes, etc. Tu vois, je vais lui dire, voilà, c'est ça que je veux, c'est que vous m'enleviez mes mauvaises herbes. Je ne vais pas lui demander de maîtriser, je sais pas, tel et tel outil ou instrument qu'il a avec telle marque, tu vois, comme s'il fallait imposer Figma plutôt que InDesign ou plutôt que X ou Y. Enfin, vous voyez la comparaison? Ça oui, après, là, on parle vraiment d'un cas très particulier, dans le sens où tu es particulière, tu es seule, et tu as besoin d'un jardinier, tu n'y connais rien en jardinage, tout ce que tu veux, c'est un beau jardin. Un chef d'entreprise, je pense qu'il a justement une structure en interne, et il a une entreprise avec une équipe technique, avec un autre pôle design, si ça se trouve. C'est un peu plus complexe qu'un jardin, je pense. Bah, pour moi, quand on embauche quelqu'un, il faudrait qu'on clarifie c'est quoi l'objectif de sa mission. Comment est-ce qu'on saura qu'il a fait du bon travail? Donc, je veux bien qu'on donne plein de missions à la personne, mais il faut quand même clarifier à un moment donné comment est-ce qu'on saura que cette personne a fait du bon travail et finalement qu'on la paye pour quelque chose, pour un retour sur investissement. Donc voilà, clarifier l'objectif à atteindre à terme, je pense que c'est primordial. Là, j'ai vu dans les messages, ceci, c'est plutôt une offre de mission. Ça, Je oui. suppose que tu veux comparer avec une offre d'emploi, mais pour moi, même si tu es dans un emploi, il faut quand même que tu fasses du bon travail et qu'on puisse savoir sur quels critères le vérifier. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ça, oui. Bon. Donc, pour moi, une offre d'emploi, c'est une offre avec c'est un emploi avec potentiellement plusieurs missions à l'intérieur qui vont se succéder parce que tu vas t'occuper d'un truc prioritaire d'abord, puis ensuite d'un autre, puis ensuite d'un autre. Et au final, c'est comme si c'était plusieurs missions. Pour moi, hein. Maintenant, avec le recul que j'ai, je vois les choses plutôt comme ça. Euh, donc voilà, je regarde un petit peu les commentaires. C'est intéressant dans le chat. Ouais. Je voudrais bien relever parce que ça a été un débat cette semaine. Ouais, Est-ce qu'un UX designer doit être un bon DA et code? J'en vois plein des gens dans le design ou dans le développement, peu importe, qui se reconvertissent dans un champ et dans un autre en se disant oui, mais comme ça me fera une corde de plus à mon arc. C'est mitigé par rapport à cette corde en plus à son arc, c'est-à-dire que je viens de sortir d'études, que ce soit dans le développement, dans l'UX, peu importe, je viens de sortir d'études, j'ai un certain coût en tant que candidat. Je suis junior, donc c'est compliqué pour moi de chercher du travail. Je me réoriente pour un autre master, donc j'en ai encore pour 2 ans. Je sortir avec ma corde en plus dans mon arc, sauf que je serai toujours junior et je coûterai plus cher. Donc là-dessus, j'ai un peu du mal à me dire si c'est une bonne idée ou non. C'est encore en piste de réflexion de mon côté. Mais je me dis, je serai un junior avec plein de compétences, donc ce serait super. Par contre, je coûterais plus cher aux entreprises et je n'aurais toujours pas fait mes preuves pendant ce temps-là. Donc, je suis assez mitigée par rapport à cette histoire de UX plus code plus DA. Est-ce que si tu sais faire tout ça en même temps et que tu es dans les clous, je pense que c'est effectivement une bonne corde à son arc. Après, est-ce que c'est essentiel à mes yeux? Non. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, perso, je suis pas pour ça parce que ça n'a pas marché pour moi, hein. Je pense que même que c'est une échappatoire, c'est une fausse bonne idée en fait. C'est vouloir répondre au mouton à 5 pattes qui est recherché dans les offres d'emploi. Et, et en fait, je suis intimement convaincue qu'on ne peut pas être fort partout. Alors même que les entreprises cherchent des gens performants, puisqu'elles veulent un retour sur investissement. C'est logique, hein. Elles veulent gagner de l'argent. Quand elles embauchent quelqu'un, c'est pour que la personne, elle rapporte plus qu'elle ne coûte. C'est très important cette phrase. Donc, si vous êtes un couteau suisse, vous voyez dans votre cuisine un couteau suisse, quand est-ce que vous l'utilisez? Jamais. Voilà. Non, c'est vrai. Hein. Non, mais vraiment, c'est hyper important. Vous allez utiliser des choses à chaque fois bien spécifiques qui font vraiment le taf. Donc, moi, mon conseil, c'est regarder dans le passé de ce que vous avez fait, où est-ce que vous avez été bon, où est-ce que vous avez eu des résultats, des accomplissements significatifs avec des chiffres à la clé, idéalement. Si vous n'en avez pas, voilà,
essayer de trouver quand même des résultats tangibles. Enfin, spécialisez-vous, c'est pas spécialisez-vous, mais devenez un expert d'un truc sur lequel vous allez devenir une référence d'ailleurs. Parce que idéalement, je pense que si on veut mieux se répartir ce marché, il faut qu'on soit des refs sur des choses bien spécifiques. Et que je puisse me dire, Marie-Alice, elle est spécialisée dans, je ne sais pas moi, l'UX des SaaS, B2B, dans, je ne sais pas, tout le secteur du BTP. Voilà. Et ça va me dire tout seul à l'esprit. Si elle communique bien sur ça, sur ses résultats, sur LinkedIn, que c'est clairement affiché, c'est son positionnement, voilà, sa promesse, sa plus-value, sa proposition de valeur, voilà, tout ça. Si tout ça, c'est aligné là-dessus, ça va devenir une évidence que dès lors qu'il y a un projet en ce sens et qu'il y a des clients même qui me demandent pour ça, je vais rediriger vers elle. Et les clients vont naturellement aller vers elle. Et quand il y aura un appel d'offres ou machin, là, c'est elle qui va sortir du lot. Mais pas en postulant à toutes les offres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Après, ce qui est important de relever, c'est que c'est un vrai travail de patience de faire ça. Et de savoir déterminer ce genre de proposition de valeur et d'expérience. De patience, je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est plus de clarification. Si tu te lances en freelance, qui je suis, sur quoi je suis forte, sur quoi je prends du plaisir, qu'est-ce qui a du sens pour moi, et je me m'ultra-niche là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? je suis d'accord avec toi. Après, je pense que justement, faire ses preuves, montrer ses résultats, travailler sur des projets niche ou pas niche, quels qu'ils soient, en tout cas des projets concrets où il y a des résultats à la clé et on a moyen de les justifier, ça demande quand même de la patience. Et je pense que plus on va vouloir se spécifier, plus le temps va passer dans notre carrière professionnelle et on va voir plus clair sur ce que nous, on apporte comme plus-value à un client, à une entreprise, à qui que ce soit en fait. C'est là où pour ceux qui démarrent, j'entends que vous n'êtes peut-être pas au clair encore sur ce que vous avez envie de faire, sur quoi vous prenez du plaisir, sur quoi vous avez des résultats, vous n'en avez pas encore eu, c'est normal. Donc, que là, vous soyez en mode je tâtonne, c'est normal. Moi, mon conseil, ce serait de trouver des projets dans votre entourage auprès de gens qui vous font confiance ou qui vous connaissent de manière interposée, ou des gens autour de vous, je ne sais pas moi, l'association en bas de chez vous, voilà, n'importe, le snack du coin auquel vous allez tout le temps et vous allez sympathiser avec le patron. Voilà, ça parce que vous aurez la confiance. C'est hyper important, mais quand vous êtes junior, avoir la confiance, c'est difficile. Donc, capitalisez sur votre entourage pour la trouver. Et là, quand vous allez commencer sur des projets, vous allez commencer à bâtir votre palmarès, en fait. Et c'est là que vous allez commencer à vous dire, ah bon, ce projet-là, c'était cool, mais bof, j'ai pas trop aimé le secteur, ça me parle pas plus que ça, le bâtiment ou la restauration, je préfère le sport. Voilà, vous allez déjà voir des choses comme ça. Ou l'UX Research, ça me plaît pas trop, moi je préfère faire X ou Y chose, tu vois. Donc oui, ça va se former au fur et à mesure. Moi, j'ai pas tout de suite su, quand j'ai commencé l'UX Design, que mon endroit préféré pour travailler, c'était les startups et les scale-up. Je l'ai pas, c'est pas venu, tu vois, c'est parce que j'ai commencé à fréquenter des hackathons, c'est quand j'ai commencé à naturellement me rapprocher d'entrepreneurs, de porteurs de projets qui sont au tout début. Et je me suis dit, mais là, il y a des signaux, Marie. Il y a des signaux faibles ou forts, je ne sais pas comment tu veux les appeler, mais qui te disent, ça te plaît, tu es capable de te réveiller à 6 h du mat pour faire un hackathon tout un week-end sans être rémunéré, juste parce que tu aimes être au contact d'entrepreneurs. Il y a quelque chose là. Tu vois? Donc, oui, et puis ça, c'est pour construire sa légitimité, dans tous les cas, tu n'as pas d'autre choix que de faire des trucs. Si tu as envie de te construire une expérience, quelle qu'elle soit, je peux comprendre que ça soit déprimant et que tu aies du mal à te positionner, tu aies du mal à te situer, tu aies du mal à trouver ta place. Au bout d'un moment, je trouve que entre faire un projet fictif et ne rien faire du tout, au bout d'un moment, mon choix, il est vite fait, quoi. Donc, oui, non, tout à fait, c'est un travail de patience, c'est un travail d'expérience, et c'est en faisant des choses qu'on va finir par de plus en plus sculpter au mieux. sculpter. Voilà. Façonner son positionnement, voilà. Voilà. Moi, j'ai dû réapprendre à me connaître aussi parce que j'ai fait un burn-out
Je suis quelqu'un qui a beaucoup été docile depuis toute ma scolarité. J'étais la bonne élève qui a des bonnes notes et tout. Donc, je faisais ce qu'on me disait de faire. Et je pense que ce burn-out n'est pas arrivé pour rien. C'est que j'étais juste pas à ma place. Et j'étais enfermée dans un truc qui ne me correspondait pas. Donc, j'ai découvert tard, que j'étais pas faite pour le salariat. Et que j'étais pas faite pour voilà, la gestion de projet digital. J'ai découvert tard toutes ces choses-là. Il y a une question dans le chat qui est assez intéressante, c'est les product managers sont les nouveaux UX designers. Non, hein. Pourquoi tu dis ça? Ça me plaît, ça m'aiderait d'avoir un peu plus de détails sur pourquoi tu penses ça. Alors, pourquoi je pense ça? Parce que j'ai vu plusieurs offres qui font référence à ça, en fait. Ce que j'ai vu, alors pas forcément beaucoup d'offres, mais quand même quelques-unes qui m'ont fait tiquer sur le métier de PM, où en fait, on va mélanger du coup tout ce qui est rédaction d'user story, Epic, etc., gestion, enfin, en tout cas, comment dire, facilitation avec les développeurs, etc., plus recherche utilisateur. Très marqué, parfois plus que dans certains postes de product designer, où on va renforcer les aspects UI, c'est-à-dire Figma, enfin Pixel Perfect, Figma, il faut l'utiliser sur le bout des doigts, etc. Et je m'étais posé cette question-là, et je suis presque prête à candidater à des postes de PM, vu que j'ai l'impression que mon métier en France a muté. Intéressant. On peut parler de mutation, et effectivement, après, est-ce que peut-être que c'est l'intitulé du poste dans ce cas-là qui me pose problème. Parce qu'effectivement, je vois beaucoup passer des offres pour des product managers ou product owners, voire chefs de projet, qui demandent des compétences en UX UI. Alors Oui. peut-être est-ce une question de poste déguisé, de problème de budgétisation de l'entreprise, Il y a tout ça, oui. simplement un problème d'intitulé de poste. En fait, alors moi, je suis comme, je crois que c'est Marie qui disait ça, je préfère les startups. Et en fait, dans les startups, on n'a pas forcément toujours les moyens et on recherche des profils polyvalents. Et se spécialiser dans un domaine, enfin, réussir à intervenir dans une startup en étant très spécialisé, je trouve que c'est difficile. Et comme je ne vise pas les grands groupes, j'ai l'impression que le PM, en fait, il ferait un peu tout. Et voilà. C'est encore l'effet couteau suisse. Tout à fait. Ah, mais complètement. Ah, mais on y est. Hein. Oui, Ouais. oui. Alors, peut-être pour te répondre, Anne-Claire, c'est ça? Oui. Moi, qu'est-ce que j'ai vu durant ma carrière par rapport à ça? C'est que j'ai vu des PO et des PM qui me disaient, mais en fait, Marie, ce que tu fais, on peut le faire. Ouais. On peut faire de la recherche utilisateur. Ouais, on peut ouais, faire des entretiens. On peut faire un design sprint, des ateliers d'idéation. On peut esquisser des écrans sur des post-it. On peut le faire. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ça suffit. Si tout le monde peut faire mon métier, c'est que ce n'est pas un métier. Donc, sur quoi je me différencie? C'est quoi ma plus-value? Si ce n'est pas toutes ces tâches, hein, c'est quoi? Voilà. Et pour moi, c'est ça qui a été le gros changement dans ma carrière. C'est de me dire, je suis là pour aider des boîtes qui n'arrivent pas à avoir le taux d'engagement souhaité sur leurs produits, que les utilisateurs n'utilisent pas le produit. Quand j'ai commencé à voir en freelance qu'il y avait des entrepreneuses qui venaient vers moi parce qu'elles avaient lancé une app depuis 6 mois avec un fort taux de téléchargement, mais un taux de churn énorme, c'est-à-dire que les gens ne revenaient pas sur l'app. Et que là, elles ont compris qu'elles avaient besoin d'une expertise, une vraie. Ouais. Et que cette expertise, c'était quoi? C'était UX designer, cette fois-ci, pour de bon. Et que là, on me laisserait faire. Là, on me laisserait analyser le parcours. Là, on me laisserait faire la recherche utilisateur parce que, de toute façon, elle était coincée. Elle avait déjà fait 3-4 versions avec son dev et ça n'avait rien changé au churn. Ouais. Ah, alors, effectivement, il y a certaines... comment dire, il y a certaines personnes, certains professionnels qui vont plutôt être ouverts à la démarche et qui vont comprendre l'intérêt de spécialistes. Mais c'est pas forcément en France, je trouve, en tout cas, qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Après, effectivement,
comme tu le dis bien, c'est à nous aussi de savoir ce qu'on vend, quoi. Effectivement, Oui, c'est oui. vrai. Tu as raison. Pour moi, C'est je c'est pense un que très bon si on point. attend des autres, si Oui, on tout à attend fait. des boîtes, si on attend des boîtes de comprendre ce que c'est nos métiers, de mieux faire Complètement. leur job et tout, on va attendre 10 ans, les gars. Hein. C'est Complètement. mort. C'est mort. Il faut qu'on Plus prenne, longtemps que nous, ça. les rênes du truc. Il faut que nous, on cadre Complètement. mieux, qu'on soit plus clair sur ce qu'on propose et la réelle plus-value de notre métier. Et que, voilà, si on voit des offres de PM avec faire de la recherche utilisateur à l'intérieur, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Pourquoi je me Ouais. dis, faites-le. Allez-y, les PM, faites votre recherche, faites vos trucs, votre discovery, et vous m'appellerez quand il y aura un problème d'engagement des utilisateurs. Ouais. Voilà, c'est tout. Parce que moi, c'est ça mon expertise. Faire des tests utilisateurs, peut-être tout le monde peut le faire. OK, soit des interviews, tout le monde peut le faire. Très bien. Mais moi, là où je fais la diff, c'est sur l'adoption dès la sortie d'un produit, c'est sur l'engagement des utilisateurs, le taux de rétention des utilisateurs. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire bouger ces métriques-là, alors venez me chercher, parce que c'est ça ma vraie expertise. Si j'ai bien compris le fond de ta réflexion, si tu vois une entreprise qui demande un product manager, qui demande des compétences en UX, ça ne te choquerait pas? Je suis plus dans ce débat, je m'en fous. Oui, c'est ça. Tu t'en fous puisque, dans tous les cas, après, toi, tu es en dehors de tout ça. Et je ne suis pas en train de me dire non plus que mon métier, c'est de devenir PM, que je dois devenir PM. Non, parce qu'en fait, c'est normal. Un PM, il est responsable du produit, donc il veut impacter les KPI et tout ça. Donc, quelque part, c'est normal qu'il fasse un peu de discovery, de recherche. Voilà. Mais peut-être qu'à un moment donné, il n'aura pas l'expertise assez poussée pour y arriver, pour avoir les résultats. Voilà. Et c'est là où mon métier il prend tout son sens. Si tu n'y arrives pas tout seul ou avec ton équipe actuelle, là, mon expertise prend tout son sens. Voilà. Ouais. À mon avis, tu as tellement été confronté à ce genre de problématique-là que maintenant, ouais, ça te passe au-dessus, quoi. Non, mais franchement, je vous dis, c'était un enfer. C'était un enfer. J'ai failli arrêter le métier, d'ailleurs. D'ailleurs, pendant plusieurs années, j'ai fait un vrai pas de côté. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser au design sprint, à d'autres des choses un peu à côté. Je me disais, mais merde, je suis quoi, en fait? Je suis consultante pour les entreprises. J'ai vraiment eu des moments difficiles, hein, notamment en 2022, suite à ma blessure à l'épaule. J'avais plus aucun client. Donc, ouais, ça a été très dur. Mais heureusement, j'ai appris aussi tout le domaine de la vente. Parce que je me suis fait coacher par une professionnelle de la vente, une sales, qui m'a fait découvrir un univers, cette fois, que j'ignorais totalement et que je rejetais en plus. Parce que pour moi, tout ce qui est commercial, vente, ça me dégoûtait. Et non, en fait, elle m'a ouvert les yeux sur le fait que vendre, c'est tout simplement aider des personnes contre une rémunération. Parce qu'en fait, on passe du temps à aider quelqu'un à atteindre ses objectifs. Donc, en gros, c'est normal qu'il nous donne quelque chose en échange. Basta, tu vois. Il faut juste être clair sur c'est quoi la transformation qu'on peut apporter. Donc, passer d'un état A à un état B et être clair sur les résultats concrets qu'on peut apporter à travers notre expertise. Encore une fois. Totalement. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le chat? Est-ce que quand tu pars en freelance, tu ne deviens pas un peu PO, PM par obligation? Si tu veux avoir des résultats et pas juste des maquettes. Alors ça, c'est la partie freelance, malheureusement, ce n'était pas vraiment une planque. Hein. Tu deviens un petit peu tout, j'ai envie de dire, entre designer et comptable et gestionnaire de projet et que sais-je, quand tu es à ton compte, je pense que c'est un petit peu plus complexe que si tu es salarié avec une fiche de poste attitrée, quoi. Donc, je ne sais pas s'il parle de ça, Thomas. J'ai l'impression qu'on est encore dans le même débat que tout à l'heure, le côté PO-PM, si tu veux avoir des résultats. Oui, je peux clarifier ma pensée sur le sujet. Ouais. C'était simplement pour dire en soi, effectivement, quand tu deviens freelance, comme tu l'as dit, hein, Marie-Alice, tu as plein de choses à gérer et l'un dans l'autre. Une des compétences que tu acquiers, c'est devoir parfois aider le PO, aider le PM dans ses tâches au quotidien. Et donc, l'un dans l'autre, tu ne le deviens pas en tant que poste attitré, entre guillemets, mais finalement, tu prends quand même des réflexes que chacun des postes présente dans sa description de poste. Tu mesures quand même les KPI. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément enseignées quand tu fais une
une formation du X, mais l'un dans l'autre, si tu veux avoir un impact sur le produit, tu es obligé d'arriver, comme Marie disait, avec des chiffres. Tu dois pouvoir montrer que tu as eu un meilleur taux d'engagement, que ton onboarding a fait plus X%, que les ventes ont décollé parce que tu as réussi à mettre en place cette feature avec le PO et que tu as délivré dans les temps. Enfin, ce genre de choses, c'était plutôt dans ce domaine-là que je voulais. Ok, merci. Merci pour la clarification. Ouais. Voilà. Effectivement, tout à fait. Tu es un peu obligé de prendre ce rôle-là quand tu te lances en freelance. Je suis en train de regarder l'heure. Ouais, il nous reste et 39. Je dis, alors on a calé jusqu'à 45. Après, si vous avez d'autres questions, on peut peut-être continuer un petit peu. Pour ceux qui veulent rester avec nous, ouais, on peut peut-être rester jusqu'à vers 14h. Voilà, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Est-ce que je peux rebondir sur ce côté devenir un peu POPM parce que ça me fait penser à un truc là. Désormais, moi, sur mes prestations, je me vois vraiment comme une guide de haute montagne qui va accompagner une équipe à monter l'Everest. Sachant que l'Everest, le haut de l'Everest, on le définit dès le départ, c'est, je ne sais pas, sortir un MVP qui a, dès sa sortie, un fort taux d'activation de la fonctionnalité clé, par exemple. Donc, pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Oui, parce que c'est ce côté un peu embarquer les équipes. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe après, parce que mon travail de conception, il va falloir qu'il soit implémenté par des devs. Donc, je suis obligée de travailler vraiment fort, main dans la main avec eux, parce que sinon, ils vont tout casser mon travail. Et du coup, je n'aurai pas les résultats attendus en termes par exemple, d'activation, si on est sur cette métrique-là. Donc ça, oui, c'est une réflexion que je me suis faite là. Cette année, j'ai vraiment pris du recul sur mes prestats et je vois vraiment qu'il faut un résultat à terme au lancement du produit ou de la feature et réussir à embarquer tout le monde. Donc ce côté POPM, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression de prendre un peu cette casquette-là de lead, mais en fait, je suis juste lead UX, je pense. Hein. Le PO, le PM, il est toujours là pour trancher sur ces sujets, ces contraintes de POPM. Voilà. Mais moi, je suis là pour faire monter l'équipe en haut du sommet avec cette expertise UX que j'ai et que le PO n'a pas, que les devs n'ont pas vraisemblablement, puisqu'on fait appel à moi. Et puis, dans tous les cas, en tant que freelance, tu interviens en tant qu'accompagnatrice et intervenante. Tu n'as pas un rôle à titrer de manière générale, donc peut-être que c'est une posture à tort qui est adoptée. Non, mais je pense qu'au contraire, quand on veut atteindre des résultats, en tout cas, je trouve dans notre métier, on a besoin de le faire. On ne pourra pas le faire tout seul, en travaillant seul dans son coin. Donc, il faut embarquer tout le monde, toute l'équipe qui va implémenter notamment les parties prenantes. En fait, toute la partie faisabilité et la partie viabilité business. Voilà. Et on est obligé d'embarquer ça. Donc, travailler main dans la main avec les personnes. Et je pense notamment aux devs parce qu'ils ont tendance à… Enfin, moi, sur un projet l'année dernière, j'ai fait des recommandations de conception et les devs ont un peu tout cassé, revu à leur sauce. Et du coup, pas les résultats attendus. Voilà. Bah oui. Et ouais, problème. Pourquoi? Parce que sur les ateliers de conception qu'on avait fait, on n'avait pas embarqué les devs front. Grosse erreur. Grosse erreur. Ouais, et ouais. Donc, on avait un lead tech, mais on va dire le relais avec les fronts n'a pas été suffisamment fait, suffisamment fort. Et du coup, ils ont remis en question des choix derrière. Et ils ont retravaillé le design, retravaillé le parcours. Et malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits comme ça aurait dû derrière. Voilà. Ouais. Alors, il y a quelqu'un justement qui avait dit, ça fait un peu écho à ce qu'on disait en introduction de live, qui disait que je ne vois jamais d'offres pour des UX juniors. Est-ce que vous avez le même ressenti? Ça, avec l'émergence des stages, des alternances, malheureusement, ça va être de moins en moins le cas, j'ai l'impression. Je ne sais pas quel est ton ressenti là-dessus, mais maintenant… Je sais pas. Là, ces tout derniers jours, je vois de nouveau des offres de stage, tu vas me dire, d'alternance. Junior, c'est vrai que j'en ai pas vu passer depuis un petit moment. Je pense que sur une centaine, j'ai dû en voir 2. Ouais. 2 offres pour des juniors. Et Ouais. à mon avis, elles étaient bondées de candidatures, quoi. Oui.
Ce que j'en pense maintenant avec le recul, c'est qu'il y a un marché caché. C'est-à-dire que les offres d'emploi publiées, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, donc toute petite partie visible. Et cette partie visible, elle contient essentiellement des offres d'emploi de boîtes qui ont un vrai problème et donc qui ont besoin d'une vraie expertise, sous-entendu d'un senior. Donc, désolé les juniors, si vous postulez à la partie émergée de l'iceberg, forcément, vous allez vous prendre un mur. Pour moi. Donc, ce marché caché, vous allez me dire, mais comment on fait? En fait, il faut, pour trouver ces opportunités, parce qu'en fait, c'est des opportunités qu'il y a dans les entreprises, il y a des besoins latents, on va dire, non exprimés, non formalisés dans des offres. Mais pour ça, il faut discuter avec les boîtes, entamer des conversations avec voilà, des dirigeants de boîtes, des PO. Et c'est malheureusement que comme ça, voilà, le réseau. Le réseau. Voilà. Mais souvent, on dit le réseau, moi, c'est une expression que je n'avais pas trop comprise. Pendant longtemps, c'était très flou pour moi. En réalité, c'est juste, entre guillemets, entrer en contact avec ces personnes. Comment les contacter? Donc déjà, il faut que tu identifies qui pourrait être dans des situations de besoin du X, donc, et qui tu as envie de contacter par rapport à ce que tu aimes faire, tu vois. Si tu aimes le côté startup, va vers des start-upers. Tu tapes start-upper startup dans la barre Google, pas Google, LinkedIn, la barre de recherche LinkedIn, et tu vas trouver des startups, des CEO, ou tu as des CTO aussi, bon, tu as plusieurs titres. Tu peux essayer de contacter même un responsable marketing d'une startup. Startup Days, Working LinkedIn. Voilà. Oui, voilà. Vous pouvez aussi aller sur les événements, bien évidemment, tout ce qui est conférences, les ateliers, les hackathons, tout ce que vous voulez. En fait, dites-vous où sont ces gens, en fait? Où sont ces gens que je pourrais aider? Donc, si c'est des start-upers, hein, où sont ces porteurs de projets, ces responsables produits, ces product managers, où sont-ils? Ils sont à l'Agile Tour, peut-être. Ok, je vais là-bas, j'écoute les conférences, je pose des questions, je me fais repérer. J'essaie d'aller vers les gens, de leur demander où est-ce que vous en êtes en ce moment sur votre produit? Où est-ce que vous en êtes? Pour moi, c'est une question très ouverte, très naturelle. Il ne faut pas qu'on sente que vous voulez que vous prospectez, en fait. Je trouve. Hein. Moi, je déteste quand on me démarche et qu'on me dit je propose ça à tel prix, telle offre. Je déteste qu'on me démarche de manière agressive. Je préfère qu'on me dise ah Marie, comment ça va? Quoi de neuf? T'en es où? T'en es où de ton activité? Comment ça se passe? C'est quoi tes challenges actuels? Sur quoi il y a des problématiques? Et comme ça, vous commencez à découvrir qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et c'est là que vous pouvez pointer du doigt les trucs qui ne vont pas et sur lesquels vous pouvez aider. Voilà. C'est là que c'est intéressant de vous positionner comme un expert qui va aider, amener les gens d'un point A à un point B, monter un petit bout de l'Everest, parce que vous avez une expertise, que vous l'avez déjà fait pour d'autres boîtes par le passé. Ou si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'expérience, que vous êtes très motivé pour aider, pour essayer de le faire, pour essayer d'amener des résultats. C'était toi une fois qui m'avais dit si tu n'as pas l'expérience, tu n'as qu'à te la construire. Oui. J'ai trouvé ça très juste, très direct, mais très juste. Si tu n'as pas l'expérience, vas-y, tu n'as qu'à le faire, tu n'as qu'à construire ta légitimité. Ta légitimité, oui. Oui, c'est une réflexion que je me suis faite cette année, c'est sur quoi je suis légitime de par les résultats que j'ai déjà obtenus pour des clients ou pour moi-même par le passé. Et j'arrête de parler de choses sur lesquelles je ne suis pas légitime. Si je ne l'ai pas fait, c'est que je dois le tester pour devenir légitime quand j'aurai des résultats. Je ne trouve pas de poste de client en UX, c'est pas facile. Mais rien que je vois beaucoup passer de ces postes LinkedIn de personnes qui font des projets fictifs, qui sont en sortie d'études. Et en fait, je ne dis pas que ça va garantir des résultats, mais je dis que ça va par contre pour sûr garantir un échange.
garantir un réseau. C'est tout simplement une proposition de contact humain, à mes yeux. De dire, bon, bah voilà, je me suis lancée pour défi de refaire cette charte graphique de telle marque. Et ça initie au débat, ça initie à la discussion et à tout simplement développer le réseau. C'est un travail de patience. Ouais, après, pour en revenir à ce que je disais au tout début, appuyez-vous sur votre entourage pour démarrer. Si vous ne connaissez pas, enfin, si vous n'avez pas d'expérience du tout, commencez par regarder autour de vous, dans les gens que vous connaissez. Je ne sais pas, vous avez un club de tennis, vous faites du sport, vous côtoyez des gens qui vous font confiance. Demandez-leur, ah, bah, t'as pas un projet d'application ou voilà, t'as pas un site internet. Essayez de voir un peu parmi vos contacts aujourd'hui qui pourrait être dans le besoin, qui vous pourriez aider pour commencer à bâtir votre palmarès, votre légitimité. Voilà. Parce qu'effectivement, aller dans les conférences et les machins comme ça, les événements, si les gens ne vous connaissent pas, ça risque encore il y aura encore une barrière. Mais cette barrière de la confiance, vraiment, vous pouvez la lever quand vous êtes junior, en vous appuyant sur votre réseau, sur votre entourage. J'insiste là-dessus, hein. Le petit commerçant en bas de chez vous qui vous connaît parce que vous faites les courses toutes les semaines chez lui. C'est tout ça, en fait. La copine de votre pote qui lance une application pour du babysitting. Voilà. C'est ces trucs-là. Vraiment, hein. Il faut aller les chercher, il faut aller les dégoter. Ça ne vous tombera pas tout seul dans le bec, hein. Je suis désolée. Totalement. Je vois que Geoffrey, pardon, il avait levé la main. Geoffrey, si tu es encore avec nous, tu veux nous poser une question? Ah non, c'était pour rebondir sur le côté PO tout à l'heure. Je vois aussi beaucoup de personnes qui ont un profil UX designer qui doucement, soit au travers de projets, sur des projets longs, ou soit dans leur carrière, glisser sur des postes de PO parce que justement, le côté finalement comprendre et agir sur les métriques, c'est là que ça se passe pour certaines boîtes. En fonction des boîtes, en fait, ça va passer par ce genre de profil PO ou PM en fonction de la structure. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai vu des gens évoluer sur des rôles de PO pour pouvoir agir sur ce plan-là. Et potentiellement, même après, finalement, recruter quelqu'un qui va faire du design UI parce que ça sera plus du tout dans son scope. Alors, c'est des personnes qui vont perdre leur patte graphique à un moment donné, mais c'est une évolution potentielle aussi. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Thomas et Anne-Claire. Ouais. C'est vrai, moi j'ai vu un collègue effectivement qui a fait le master avec moi à Nice et qui effectivement a basculé côté PO ou PM, je sais plus. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là. Non, c'est sûr, mais c'était pour illustrer en fait aussi le côté, finalement, effectivement, il peut y avoir des offres ou alors des demandes de mission où on parle de PO et de PM et où en fait, il y a beaucoup de choses qui résonnent comme de l'UX design dedans et c'est normal en fait, étant donné ce fonctionnement qui est finalement les actions ou les missions qu'on confie à certaines personnes qui ont des intitulés de poste, sont pas forcément les mêmes en fonction des contextes. Ouais. Dans une start-up ou dans un grand groupe, on va pas avoir le même scope. Ouais, après, tu vois, moi, ce qui me dérangerait là, parce que là, je pourrais me dire, ok, du coup, je deviens PO, PM. Moi, je ne me verrais pas faire les tâches du PO, c'est-à-dire, tu sais, côté chapeauter les devs, écrire. Il y a des trucs que j'ai pas envie de faire là-dedans non plus. Voilà, tout ce qui est le backlog, les sprints, alimenter les sprints. Même si la priorisation de la backlog, je veux bien y participer pour donner mon avis de designer, mais c'est pas à moi de faire ça. Voilà, et essayer de traduire une roadmap, c'est pareil, quoi. Enfin, voilà, même si je me suis formée à Scrum pour justement bien comprendre cette culture agilité, tout ça, je refuserais aujourd'hui de dire je bascule vers POPM parce que les offres d'emploi intègrent plus du X que les offres d'emploi. Je refuserais d'alimenter ce truc-là, en fait.
comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, vous voulez faire des PO, vous voulez que les PO fassent un peu de discovery, de la recherche utilisateur, qu'ils le fassent. Et quand ils verront qu'ils n'ont pas les résultats attendus en termes d'engagement sur les produits, en termes d'engagement des utilisateurs, d'adoption dès la sortie, alors ils se poseront la question de faire appel à des vrais experts de ça. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est un peu le même sujet qu'il peut y avoir avec la question qui avait été posée aussi bien avant, là, sur le côté couteau suisse avec de la DA, avec du code, etc. Bah, finalement, c'est pareil. Connaître le code, c'est une bonne chose pour pouvoir savoir comprendre les contraintes. En fait, quand on a des maquettes à faire, bah, si on ne comprend pas les contraintes de dev, c'est compliqué quand même. Et sur le côté DA, bah, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut être utile. Si ça te fait vibrer, vas-y, mais sinon, ne te sens pas contrainte par ça, quoi. Une personne qui n'a pas la fibre ou qui n'a pas forcément envie de pratiquer énormément, parce que ça donne beaucoup de pratique aussi, ben, vaut mieux dire, je connais des gens qui font ça très bien, avec qui j'ai l'habitude de collaborer, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais... Ouais, carrément. Et je pense qu'on arrivera à mieux se répartir le marché si chacun se niche, comme je disais tout à l'heure, hein, sur quelque chose qu'il maîtrise bien. J'aimerais tellement qu'on puisse se dire, là, dans quelques années, chacun qu'on ait une ref sur un truc bien précis et qu'on fait appel les uns aux autres et qu'on arrête d'être en mode clone, là, à vouloir être tous des moutons à 5 pattes et des couteaux suisses. Et en fait, personne n'y trouve son compte. Il y a plein de gens qui sont sur le carreau, qui n'ont pas de boulot. Voilà, je trouve que ça va pas, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. On alimente un truc qui va dans le mur, quoi. Ouais. Faudrait-il finalement, je vais y arriver, former les designers à trouver justement ce qui déniche plutôt que consacrer un temps du moins à leur formation, à se trouver leur niche, à se trouver leurs particularités. Alors, parce qu'enseigner des méthodologies UX, c'est essentiel, on est d'accord là-dessus, mais peut-être consacrer un temps de plus dans les modules de formation, peu importe. Ta proposition de valeur, c'est quoi maintenant? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Clairement, moi, dans les formations que j'ai eues, on ne m'a pas parlé de comment vendre l'UX design, comment me positionner sur le marché, trouver ma proposition de valeur. Ça m'aurait tellement aidé pourtant. Bien sûr. Peut-être l'école repensera à ça, ce serait bien. Peut-être pour solutionner justement cette problématique de marché bouché, on va apporter cette solution, je ne sais pas. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je mentor pas mal de designers et c'est ça que je leur transmets, clairement, dans mes accompagnements. C'est à trouver un vrai positionnement clair et différenciant de tous les autres, quitte à comment j'allais dire, s'enlever des opportunités, mais pour en gagner des plus précises, plus alignées, plus intéressantes, mieux payées à côté, quoi. Voilà. Et le marché caché qui est bien plus important que ce marché visible d'offres d'emploi que vous voyez tous circuler. Ok, bon, je vois qu'il est 13h57. Merci beaucoup, bon après-midi. Ouais, merci à tous d'avoir été avec nous jusque-là. J'espère que ça vous a été utile. Finalement, qu'est-ce que vous retenez de ce live avec nous? Qu'est-ce qui vous a marqué avant de partir Personne ne veut faire des tickets Jira. Pardon? Que personne ne veut faire des tickets Jira. Alors, je plaisante. C'est un positionnement niche est important pour se démarquer de la concurrence, que le marché est un peu saturé, mais malgré tout, ce n'est pas une raison suffisante pour abandonner et passer sur un autre poste, et que le marché évolue et que c'est un peu à nous à montrer nos forces et nos compétences par rapport à les sujets sur lesquels on est légitime. Carrément, je crois que tu n'aurais pas mieux résumé. Bon. Si. J'ai l'impression qu'il commence à y avoir un rebond, Nat. Et moi aussi, figure-toi. Alors, je tout à fait. Un rebond dans les offres. Ouais, je le vois aussi, moi, dans les relais d'offres que je fais, j'en relaye de plus en plus à ces derniers jours. Je pense que ça dépend de la période de l'année aussi. Début 2025, c'était très désert. Ah, complètement. Après, ça m'étonne finalement qu'il y ait un rebond, parce que là, on commence à rentrer dans les périodes des vacances d'été. Donc, je suis très surprise finalement que là, on soit dans une période assez
Je crois. Je pense que c'est peut-être aussi lié à la politique, parce que c'est vrai qu'on s'était retrouvé qu'un gouvernement, il n'y avait pas de budget voté, donc tout le monde était vraiment hyper attentiste. Il y a eu des restructurations dans pas mal de boîtes, et là, il y a finalement, on se repose et on se dit, on a quand même des besoins. Voilà. Moi, typiquement, j'ai été vachement étonnée hier quand j'ai vu passer l'annonce de la responsable du studio numérique de la CNAV, où moi j'ai bossé, où j'étais la première UX designer, qui disait j'ai 6 postes à pourvoir en UX design. Et là, j'ai fait 6 postes d'un coup. Je me demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est pas mal parce que c'est au moins ce besoin-là. Mais voilà. Finalement qu'une entité comme ça dise d'un coup on va avoir 6 postes ou alors tout le monde s'en va, je sais pas, j'ai 6 postes à pourvoir, je trouve ça vraiment bien, et moi je le vois parce que c'est vrai que j'avais arrêté de bosser moi finalement en août dernier, je suis pas trop cherché, pas septembre, octobre, novembre, mais il y avait franchement rien. Et puis janvier à mars, il y avait rien du tout. Janvier à mars, c'était désertique, quoi. Voilà. Mais là, depuis mars, oui, ça reprend un petit peu. Je vois passer des trucs. Mais c'est vrai que contrairement, je disais tout à l'heure, en 2021, où j'avais fait une recherche, où j'ai beaucoup d'entretiens, beaucoup de contacts directs, là, c'est 0 total. Mais ça commence à revenir là depuis vraiment très très peu de temps. Mais les rares offres où je postule, mais je finis dans la poubelle directement, alors qu'avant, les 3/4 du temps, j'avais quand même un entretien, quoi. Ouais. Écoutez, moi, j'aime à croire que c'est à force de parler de l'impact du design sur les métriques clés du produit que les boîtes commencent à se dire, en fait, on a effectivement besoin. On a effectivement cette problématique. Et j'aime à croire que voilà, s'il y a des offres, c'est peut-être parce qu'on a ce changement un petit peu de positionnement qui est en train de se faire. Peut-être. Ou bien tout simplement des budgets qui se sont débloqués, des bilans annuels qui ont été faits, des visions pour 2026 qui sont plutôt optimistes. Ouais, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Après, on m'a parlé d'un truc hier en me disant qu'il y avait pas mal de boîtes qui avaient effectivement fait le pari sur l'IA en disant ça va être génial, on va virer tout le monde et on va avoir 2 personnes, 3 machines sur IA qui tournent et youpi, on va se faire plein de thunes, et qui sont en train d'en revenir, qui se sont dit mais en fait non. Et on m'a dit que ça avait été le cas chez Duolingo, où ils avaient foutu tout le monde dehors, et puis finalement ils sont en train de dire non, finalement on va les faire revenir parce que c'est pas possible sans. Donc il y a peut-être de ça aussi. C'est-à-dire, il y a des boîtes qui se sont dit youhou, on va faire de l'IA et ça va être trop trop bien, et qui se rendent compte des résultats que ça donne, et c'est complètement catastrophique. Donc c'est non, en fait il faut quand même des humains derrière, ou en tout cas à la place pour faire les choses. Ouais, pour faire les choses, et je précise avoir des résultats. Ouais. En termes de, toujours pareil, utilisation, engagement des utilisateurs sur les produits, adoption dès la sortie et compagnie. Parce que l'IA, c'est bien. Je vois une question là. Et l'IA, vous l'utilisez beaucoup dans vos workflows. Moi, je l'utilise, mais comme quelque chose qui m'assiste, qui m'aide. Comme un outil, comme je vais utiliser Internet, comme j'utilise mon ordi, comme j'utilise une voiture ou un aspirateur pour m'aider à enlever la poussière, quoi. Bon, certes, c'est un outil plus très élaboré, très intelligent, mais ça reste un outil. Lui tout seul, est-ce qu'il va pouvoir faire tout mon taf? Non, il ne peut pas détecter, par exemple, dans une équipe, quand je fais un atelier, que tout le monde n'est pas aligné sur les priorités pour le produit, sur la vision stratégique à atteindre. Voilà. Donc, c'est l'IA et l'humain ensemble. Voilà. Donc, oui, je l'utilise beaucoup, moi, ChatGPT notamment. Je sais qu'il y a aussi pas mal de choses qui génèrent maintenant des maquettes ou des protos. Je pense que ça va vraiment nous rendre un service monstrueux. Moi, si je pouvais, je ne sais pas, dans une IA, dire crée-moi un prototype cliquable de tel parcours et je décris le parcours, franchement, ça m'enlèverait un poids énormissime. Et je pense qu'on n'en est pas loin avec Lovable et tous les outils comme ça qui pop là ces dernières semaines. Bon, bah voilà. Bon, 14h03, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais ouais, en tout cas, merci à toutes et à tous pour cet échange et pour le temps consacré à participer à ce live. Merci à vous. C'était intéressant de faire votre connaissance à toutes les deux. Ouais, carrément. Ravie de vous avoir eu et d'avoir pu échanger même oralement avec certains d'entre vous et via le chat. C'est cool si on vous a reboosté, comme j'ai lu là, Sylviana. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre. Ouais, clairement. Allez, bon après-midi à tous. Bon après-midi. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ciao.
Je vais arrêter l'enregistrement. Mhm.